What's up? I'm Charles Bernard. Hey, I'm JC Mason. Welcome to Lightning Strike. Alors bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Lightning Strike numéro 12. Aujourd'hui, on reçoit Michael Lalancette qui est journaliste et aussi écrivain. Il a récemment sorti un livre sur l'histoire, les 50 jours de l'histoire de Mike Bossy. On est très chanceux et choyé de le recevoir aujourd'hui pour en apprendre plus un peu sur le monde du journaliste qui est un petit peu méconnu de notre part. Donc, Michael, bienvenue et merci de prendre du temps pour nous aujourd'hui. Merci de l'invitation, les gars. Merci à toi. Pour commencer, j'aimerais un peu que tu t'introduises, Michael, expliquer tes commencements, qu'est-ce qui t'a poussé à commencer des études en journalisme, puis tes débuts avec TVA Sport au commencement, comment ça s'est passé? Ouais, ben écoute, moi c'est dans le fond, je suis un amoureux du sport. Moi puis mon père, ça a été vraiment de même qu'on a développé notre relation père-fils. Là, c'est dans les arénas, puis à aller voir. Nous, notre fin de semaine typique là, c'était le vendredi soir du hockey junior, le samedi après-midi du hockey junior, le samedi soir du hockey senior, puis le dimanche après-midi du midget 3. Ça, c'était comme une fin de semaine typique de hockey, moi puis lui, puis on allait souper au resto, puis on allait manger, puis tout ça, puis on a parcouru un peu le Québec grâce au hockey. Puis évidemment, ben, le Canadien, puis mon père, il haïssait le Canadien, fait que moi, je prenais pour le Canadien pour s'obstiner avec, puis j'étais passionné de sport, puis mais très gêné, hyper timide, puis pour moi, c'était comme un rêve d'enfance, mais un rêve inaccessible. Tu sais, je me disais, je vais être capable de faire dans ma place dans les médias de sport si je suis même pas capable de... Je me souviens d'une discussion que j'avais eue chez Saint-Hubert avec mon père, puis il m'avait dit, tu sais, Michael, t'as-tu remarqué que quand tu as commandé ton repas, t'as même pas regardé la serveuse qui te posait la question ce que tu voulais manger. Puis ça a comme germé en moi, puis je me suis dit, c'est vrai, tu sais, dans le fond, je suis vraiment trop timide, puis il faut que j'essaie de combattre ça, puis tout ça. Puis lorsqu'il est arrivé mon choix de carrière, dans le fond, au cégep, là, je savais plus quoi faire. Moi, dans ma tête, je voulais aller à l'université, mais je savais pas vers quelle branche aller. J'ai eu une rencontre avec la conseillère d'orientation qui, elle a fait mes tests, puis elle a fermé ses papiers, puis elle a dit, tu sais, c'est assez évident pour toi, là, c'est quoi ta voie, c'est les communications. Puis là, j'étais comme, OK, mais moi, je me sens pas prêt, je me sens pas à la hauteur de ce défi-là, même si j'avais ce feu, la passion, je l'avais tellement dans moi, puis tout ça. Puis c'est elle qui, dans le fond, me donnait un petit peu le coup de pied dans le derrière, là, parce que elle me dit inscris-toi en communication à l'Université Laval, puis tu sais, ça peut te déboucher sur plein d'affaires. Puis si t'es trop gêné de faire du journalisme, ben, tu vas peut-être faire de la relation publique ou tu vas peut-être faire quelque chose dans l'ombre, mais ça va t'ouvrir les portes. Puis c'est ce que j'ai fait. Fait que j'ai quitté le Saguenay à 18 ans, puis je suis venu étudier à l'Université Laval à Québec. Puis de fil en aiguille, ben j'ai fait aussi des cours en économie, puis en finance, puis tout ça. Puis des fois, je sortais de mes cours pour commencer à faire à faire de la radio, puis tout ça, parler de hockey, parce que là, les médias, ça prenait le dessus. Puis je voyais bien que c'était ma passion. Puis je me disais, je vais m'essayer. Si jamais ça fonctionne pas, je ferai d'autres choses. Puis j'ai jamais arrêté depuis ce temps-là. Tu sais, ça, c'est, dans le fond, ma première job dans les médias, c'est 2009. Je suis rentré au Soleil comme journaliste surnuméraire. Puis j'ai fait des sports, mais j'ai aussi fait du fait divers, du général, du web. J'ai fait de tout. J'ai même fait des pages de stats. Là. Tu sais, vous vous souvenez des pages des journaux, là, ça n'existe plus maintenant parce que les stats, c'est sur Internet, puis on lit plus ça dans les journaux. Il y a eu une époque que tu avais toutes les pages de stats, fait qu'il y avait quelqu'un que sa job, lui, c'était de monter la page de stats. Fait que j'ai fait ça. Puis en 2011, ben il y a eu l'ouverture de TVA Sport. Puis ils m'ont lancé l'invitation, ils m'ont dit ça te tente-tu, on lance une chaîne de sport, me semble que tu serais bon parce que j'avais commencé à faire un petit peu de télé à Vox à l'époque, je faisais une chronique de 5-6 minutes par game. Puis ça me donnait je pense que c'était 100 pièces ou 150 pièces au début. Puis mais ils payaient mon hôtel. Puis mon déplacement, puis ça me donnait 150 pièces par game, puis j'allais à Gatineau, j'allais à Montréal, j'allais à Québec, j'allais au Saguenay, faire des chroniques de 5 minutes par game. C'est comme ça que j'ai appris à faire de la télé. Puis ça m'a amené à TVA, puis j'étais de 10 ans. Fait que, en gros, si je vous résume ça, c'est juste la passion, je pense, qui m'a drivé durant toutes ces années-là, mais avec une insécurité quand même de dire, moi, tu être à la hauteur, puis je vais-tu être
trop gêné pour réussir là-dedans, tu sais. Ah, je trouve ça beau que tu partages ça avec nous, par contre, puis que tu prouves aussi aux gens à quel point, des fois, c'est pas inné d'avoir cette. Tu sais, t'as la drive, t'as la passion dedans toi, mais t'as peut-être pas Ouais, nécessairement les habiletés nécessaires en partant, puis ça prend beaucoup de travail, puis de te regarder dans le miroir, puis de dire, hey, faut que je devienne meilleur, comment je fais, puis que tu sois honnête envers toi-même, puis que tu mettes les efforts, même si ça peut paraître difficile. Donc, je trouve que c'est un bel exemple de ouais, vraiment. résilience. J'aimerais que tu nous parles un peu de toi, ta carrière en tant que joueur. Tu sais, toi, as-tu eu un parcours en tant que sportif? Parce que là, tu nous parles que tu étais un grand fan, mais as-tu, toi, participé à des sports? J'imagine que tu as joué au hockey quand tu étais plus jeune. Ouais, j'ai Parle-nous un fait peu du de ça. hockey. J'ai fait du hockey, puis j'étais pas bien bon. Honnêtement, j'étais goaler. J'ai joué pour le OK. national de la baie. Puis ça s'est arrêté au niveau midget là. Puis je veux dire, j'avais aucune chance d'avoir une carrière, même si j'avais beaucoup de bonne volonté, j'avais énormément de caractère, fait que des coups de bâton j'en donnais. Mais un mauvais but, puis moi ma game était scrap là. Tu sais, j'avais pas le, j'ai beaucoup d'admiration pour les athlètes en ce sens-là parce que moi, le sang-froid, l'espèce de focus que tu dois avoir pour performer, moi, je l'avais pas pantoute. Je l'ai dans bien d'autres affaires, mais comme athlète, et athlète est un bien grand mot, puisque j'étais pas vraiment bon, mais je suis hyper compétitif. Puis ça venait compenser beaucoup. Tu sais, même si j'étais pas super bon, j'étais tellement compétitif, puis je voulais tellement que je me dépassais, même en étant pas super bon. Puis, fait que c'est ça. Fait que, écoute, un petit peu de baseball l'été dans le champ. On avait un gros champ en arrière de chez nous. On jouait là. Moi, mon frère, mon cousin. C'était beaucoup ça, là. Moi, c'était mes voisins, c'était ma famille. C'était mes cousins, c'était mes cousines. Fait que on n'avait pas le choix. Fait que le sport, dans le fond, c'était entre cousins. Puis on avait l'hiver, là, on se faisait une grosse patinoire sur un lac. Puis on jouait là, du matin jusqu'au soir. Puis tout ça. Mais les sports que moi j'ai fait, dans le fond, c'est pas mal ça, là. C'est, tu sais, baseball l'été, puis hockey l'hiver. Mais pas de haut niveau, pas bon, mais Mhm, tellement compétitif. Puis assez que c'en était trop, là. Tu sais, je suis mauvais mhm. perdant dans la vie. Puis je me suis beaucoup amélioré, mais c'était surtout, je jouais aux cartes là, avec ma grand-mère, puis si je gagnais pas, je prenais les cartes, puis je les tirais, puis tu sais, il y a juste ma grand-mère qui acceptait encore de jouer avec moi, parce que dans les jeux de société pis ces affaires-là, là, j'étais pas du monde, là, ça n'avait pas de sens. Mais tout ça pour dire que c'est ça, mon côté compétitif, tu sais, je l'ai canalisé autrement, je l'ai canalisé dans ma job, puis en vieillissant, puis on prend de la maturité, puis tout ça, là. Mhm. Mais ça, j'avais vraiment ça en moi, mais pas un grand athlète, là. Je OK. suis pas, c'est sûr, vous étiez pas mal meilleur que moi. Vous auriez ri de moi sûrement à certains moments, là. Mais Miguel, c'est ce que j'allais demander. Est-ce que justement ce côté compétitif-là, tu peux t'en servir maintenant dans ton milieu professionnel, dans le sens que est-ce que dans ton milieu, est-ce que tu es dans une certaine façon en compétition avec certains autres pour te démarquer dans tes textes ou dans ta façon de travailler? Est-ce que tu peux t'en servir dans ton milieu en ce moment? Ben oui, c'est sûr. Puis Ouais. c'est ça qui a fait en sorte que je me suis autant amélioré. Puis tu sais, il me reste encore à m'améliorer. Là, je suis pas parfait pis tout ça, mais la compétitivité, moi, je suis un gars passionné. Tu sais, puis quand je fais de quoi, je le fais pas à moitié. Moi, Mm. il y a des affaires que je me dis, j'aimerais ça faire ça, mais je le sais que soit j'ai pas le temps, ou soit que j'ai pas le potentiel encore, ou que je me sens pas prêt puis tout ça. Fait que je le commence pas parce que je sais que je suis tellement perfectionniste que moi, c'est, tu sais, je veux dire, il y a des affaires, là, pour mon livre sur Georges Vézina, on aura l'occasion de parler des livres tantôt, mais il y a une affaire que j'ai cherché pendant 10 15 ans, tu sais, une info, puis je suis Mm. stické, là, quand j'ai de quoi dans la tête, puis je l'ai pas, ou je le trouve pas, je fais une fixation. Puis ça a été ça dans le journalisme. Tu sais, je l'ai été, mais je le suis encore, mais tu sais, en vieillissant, on change aussi. Tu sais, on vient, on prend de la maturité, puis des fois, ce que tu vois comme de la détermination, puis tu manges les bandes, puis tout ça, ben quand tu vieillis, tu mets les choses plus en perspective, puis des fois, tu te dis, ouais, celle-là, c'était peut-être un peu too much. Mais juste vous donner un exemple, dans mes débuts de journaliste, hey, j'étais compétitif, là, mais ça avait pas rapport, là. Tu sais, je me levais la nuit pour checker s'il y avait pas sur les sites des réseaux concurrents, s'il y avait pas de quoi dans leur texte ou dans leur reportage de plus que moi j'avais.
c'était sur les scoops beaucoup, fait que je textais, là, ça avait aucun sens le nombre de textos que je pouvais envoyer dans une journée. Puis tu sais, je veux dire, ça m'a permis de bâtir ma crédibilité parce que j'ai sorti énormément de nouvelles. Puis le monde me disait, la Lancette, c'est quoi ton truc? Comment ça, tu sais ça? Puis on disait, tu sais, à la blague, là, il y en a qui me disaient, des gars de hockey qui me disaient, je suis sûr, esti, que tu m'as posé un micro, puis on est sous écoute. Tu sais, comment ça, tu sais ça? Puis, fait que, mais je voulais tellement, là, puis je me disais, je vais, tu sais, j'en échapperais pas. Puis, un scoop, j'avais beau en sortir 20, si j'en échappais un, c'était un échec. Tu sais, je le prenais pas, je l'acceptais pas. Puis, ben là, tu sais, là maintenant, j'ai plus de recul, puis je me dis, hey, ça arrive, là, tu peux pas toutes les sortir. Puis, l'important, c'est que tu en sortes plus que tu t'en fasses passer, là, mais tu sais, c'est ça. Mais je suis de même. Je me changerai pas. Puis c'est pour le meilleur et pour le pire. Parce que tu sais, des fois, peut-être que oui, ça me crée de l'anxiété, ça me met une pression. Puis jamais se contenter, c'est pas super bon non plus. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu saches te dire, hey, j'ai fait du mieux que je pouvais avec le temps que j'avais. J'ai mis tout mon cœur. Puis peut-être que j'aurais pu faire mieux, mais c'est quoi, je suis fier d'avoir été capable de, je pense, tu sais, mettre mon approve là, de dire, tu sais, job well done, puis Job done. let's go, on continue puis on avance. Mais j'ai de la misère encore à faire ça, même avec de l'expérience aujourd'hui. Nice, nice. Puis tu parles un peu de scoop, là, ça m'amène un peu sur une tangente, mais est-ce que parfois tu écris des scoops ou tu trouves une nouvelle qui peut mettre la carrière d'un athlète en péril? Ça t'es-tu déjà arrivé? Puis as-tu déjà eu des mauvaises expériences par rapport à des réactions à tes articles? Ben, hey, on a-tu combien d'heures qu'on a pour parler de ça, là? Ouais, c'est ça, On en a pas là. mal. C'est arrivé tellement souvent. Mais tu sais, je suis dans les médias puis dans le sport. Puis dans le sport, c'est moins pire un peu parce que, règle générale, ben, tu sais, je veux dire, quand à un moment donné, on n'a pas le choix, quand l'histoire est là, puis je veux dire, récemment, il est arrivé un cas avec un joueur du Rouge et Or, puis tu sais, on rentre pas dans les détails, là, mais je veux dire, puis là, ben là, la journaliste du Général me contacte, là, elle me dit, là, tu sais, voici l'info, puis tout ça, puis bon, là, peux-tu m'aider pour écrire, bon, c'est qui ce joueur-là, puis qu'est-ce qu'il a compris, puis tout ça. T'sais, ça, on n'aime pas ça faire ça, parce que, je veux dire, là, ça devient du judiciaire, ça devient du fin d'hiver, puis moi, je veux dire, si je fais le métier que je fais aujourd'hui, c'est parce que c'est pour le sport. Puis le sport, en règle générale, c'est des histoires positives. On est là pour faire shiner les athlètes, on veut leur donner de la visibilité. Moi, je le voyais de même, notamment durant mes années à TVA. Moi, je me disais, hey, j'ai le privilège de rencontrer plein de jeunes pour qui c'est sans doute la première fois qu'ils font de la télé. Ils n'en ont peut-être jamais fait de leur vie. Puis il y en a là-dedans qui vont donner des entrevues, peut-être aussi pour la dernière fois de leur vie. Parce que tu sais, c'est pas vrai là que c'est tout le monde, c'est à la portée de tout le monde de faire des entrevues en direct à la télé puis tout ça. Fait que moi, je voyais ça comme un privilège. Je me disais, hey, les jeunes, ils vont sortir de là, puis quand ils vont en avoir fait 10-15, puis peut-être la moitié avec moi, là, ben, ils vont être capables de structurer leurs pensées dans un état d'adrénaline. Ils vont arriver dans un bureau d'un employeur, ça va être bien moins stressant. Tu sais, ils vont avoir le stress pareil, mais il va avoir vécu c'est quoi l'entrevue en direct, puis des micros, puis etc. Ça, c'est un privilège pour les athlètes, mais c'est un privilège aussi pour nous comme journalistes. Fait que je prends un gros détour, mais en gros, ben, c'est un peu ce que je dirais. Tu sais, c'est la job de journaliste est le fun parce que tu accompagnes des athlètes, des équipes qui vivent des hauts. C'est euphorisant. Mais des fois aussi, ces gens-là vivent des grandes déceptions, puis des échecs, puis tout ça, c'est pas le fun à couvrir. Mais en même temps, on réussit tout le temps à trouver des petites twists positives pour essayer de dire, ben écoute, tel athlète, il est déçu, ça va pas bien, mais il pense qu'il va être capable à la prochaine compétition de rebondir puis tout ça. Puis ça c'est un immense privilège, mais oui, c'est arrivé que je sorte une info et que ça a des conséquences négatives. Je vous donne un exemple. L'automne dernier, je peux pas tout vous dire dans comment ça s'est fait parce que un bon journaliste dévoile jamais ses sources. Il faut pas trop donner d'indices sur comment ça s'est fait, mais j'apprends que Justin Robida, qui joue à Val-d'Or, va être échangé au Rempart. Puis tu sais, Justin Robida,
c'était le meilleur joueur disponible sur le marché des transactions de l'année passée dans le junior. Moi, j'ai l'info. Puis là, tu sais, les joueurs de hockey junior, ils ont quand même 16 à 20 ans, puis ils commencent leur vie, là, ils commencent leur carrière. Puis Justin, il a un beau parcours jusqu'à maintenant, puis tout ça, ça va bien. Mais là, j'apprends que il va être échangé à Québec, mais seulement à Noël. Puis moi, j'apprends ça au mois d'août. Fait que là, je me dis, ouais, qu'est-ce que je fais avec ça? Je peux pas sortir ça. J'écris mon texte, merci, bonjour. Après ça, organisez-vous que les conséquences de ça. Tu sais, je suis pas de même. Fait que là, je prends mon téléphone, j'appelle Pascal Daou, qui est directeur général des Foreurs à ce moment-là, qui est là, il est maintenant rendu directeur général avec l'équipe féminine de New York. Puis j'appelle, je dis, écoute, Pascal, en toute franchise, il faut que je te le dise, j'ai su que vous échangiez Robida à Québec à Noël. Puis là, ben là, je le sais. T'sais. Puis je sais comme pas trop quoi faire avec ça. J'ai pas le choix, mais je le sais pas. Là, pour le moment, je suis comme un peu sans réponse, mais je veux t'avertir que je le sais. Fait que là, Pascal, il sait pas quoi me dire. Hein. Il est comme un peu sur le cul. Lui, là, il dit, hey, moi, ça, c'est notre capitaine. Il va être échangé à Noël pendant les 3-4 prochains mois. Lui, son rôle, c'était de faire profiter des jeunes, de développer, garder le club uni, tout ça, terminer en beauté à Val-d'Or, puis après ça, aller gagner à Québec, t'sais. Fait que, on se reparle dans les jours qui suivent. Puis, mais lui, ça lui a donné la chance d'aller souper avec Justin Robida. Puis il se disait, écoute, Justin, Michael, il a appris la nouvelle, c'est vrai, tu vas être échangé à Québec aux fêtes. Il reste 2 jours à la période de transaction. Nous, comme organisation, compte tenu de cette fuite-là, ce qu'on t'offre, c'est la possibilité de la faire tout de suite, la transaction. Si tu veux ça, on va la faire. On va s'entendre avec Québec, puis on va la faire, la transaction. Sinon, ben, ça va être ton choix de demeurer à Val-d'Or jusqu'à Noël, mais pendant 3-4 mois, tu vas t'en faire parler. T'sais. Puis Justin a décidé de rester à Val-d'Or parce qu'il a dit, je suis le capitaine de ce club-là, on est en plein camp d'entraînement, la saison commence dans 2 semaines, puis je vais faire ma job jusqu'à la fin. Mais ça a été difficile pour lui. Là. Pendant des mois de temps, les partisans, ils parlaient de ça. Hey, tu vrai que tu es échangé, parce que Val-d'Or, publiquement, disait aucun commentaire. Il n'y a rien de fait. Il niait, évidemment, mais en coulisses, on savait très bien que c'était fait. Puis, il a vécu avec ça quand même 3-4 mois, tu sais, puis les entrevues, fou, chaque fois qu'il avait donné des entrevues, fait que, hey, ça en a eu des répercussions sur sa vie, ça, là à tous les jours, peut-être, là, puis, fait que ça, je le sais que ça n'a pas été évident pour lui, mais je me disais, c'est bien mieux qu'il l'ait su, Pascal Daou, son DG, au restaurant, que d'ouvrir son Twitter puis de voir qu'il était changé à Val-d'Or. Puis si ça m'est arrivé, là, d'en sortir des transactions, trade deadline, puis le joueur l'a appris qu'il était échangé en me lisant mon tweet. Je sais, il y a des gars qui me l'ont raconté comment ils se sont sentis. Ils étaient dans le temps des fêtes avec leur famille, ils étaient sur la route. Fait que c'est pas simple, mais on essaie de faire ça de la meilleure façon qui soit, puis dans tout respect, puis règle générale, ben, on avertit le monde puis tout ça, mais oui, ça en a des impacts sur les athlètes. Fait que c'est une longue histoire, là, mais je pense qu'elle valait la peine quand même d'être racontée. Ah, mais c'est une bonne réponse. C'était un peu ça que je voulais savoir, puis à quel point, tu sais, toi, comment tu te sentais dans cette situation-là, puis les choses aussi que tu pouvais faire pour essayer de limiter les dégâts. Je pense que c'était une belle réponse. On se sent pas bien, c'est sûr. Là. Si on ne tripe pas, là, nous autres, là, de sortir de la nouvelle qui a des répercussions personnelles. Je veux dire, un gars qui est échangé, là, ça veut dire que c'est sa blonde qu'il faut qu'il laisse dans la ville où ce qui est. Il change de pension. Ça a des impacts sur son école. Je veux dire, ça, c'est un exemple, l'histoire des transactions, là, mais je veux dire, il y en a plein. Là, j'en ai pas sorti sur Jean-Christophe qui ont mis sa vie... Ta vie n'a pas foutu le camp avec un de mes scopes, mais des fois, ça aurait pu, j'aurais pu apprendre une info, puis je sors la nouvelle, puis là, ben, je sais pas, ça a une conséquence négative. Des fois, ça peut arriver. Ça peut arriver. Là, sur les retours, petit problème technique, j'ai ajusté mon micro. Pour la deuxième partie du podcast, Michael, j'aimerais qu'on parle un petit peu des livres que tu as écrits. Tu en as écrit 5. Premièrement, on peut parler du dernier, celui sur Mike Bossy. Ça a été quand même assez couvert, puis tu as fait la promotion de ton livre récemment. Vraiment, félicitations. Comment s'est passé le processus de création de ce livre-là? Puis ensuite, est-ce que la promotion a été à ton goût? Puis comment t'as reçu ça a été reçu du public, en fait? Ouais, ben écoute, le processus de tout ça, moi j'ai un job temps plein, je suis au soleil, je fais un petit peu de contrat de radio, je fais un petit peu de télé.
Fait que tout ça mis ensemble, plus un livre, je peux vous dire que ma dernière année a été rock'n'roll, là. Tu sais, ça a été Ouais. tough quand même parce que c'est des gros projets, puis bon, je referai pas le topo, mais je vous l'ai dit tantôt, je suis intense, puis quand je me lance dans quelque chose, ben je le fais, je vais all-in, puis Mike Bossy, dans le fond, ça a été ça. Tu sais, puis en plus, je veux dire, lui, il était le même aussi. C'était un perfectionniste, intense, tout ça. Fait que, je veux dire, là, j'avais l'impression que je travaillais sur quelqu'un qui me ressemblait beaucoup. Puis je me disais, hey, tu sais, j'ai écrit un livre sur Mike Bossy, il faut que ce soit bon le livre, là. Tu sais, je veux dire, ça me mettait une pression. Mes autres, c'était des beaux projets, puis tout ça, mais je veux dire, Mike Bossy, c'est pas n'importe qui. Puis la journée qu'on a eu le hockey de Wayne Gretzky pour la préface, là, je me disais, hey, je peux pas. Mon livre peut pas être un flop, là, tu sais, puis il faut qu'il soit bon, il faut qu'il soit le meilleur. Fait que je me suis vraiment, vraiment donné. Ça a été tough, ça a été très difficile. Je me levais tôt, tu sais, je me levais à 5 heures, je donnais 1 heure ou 2 dans mes journées de travail. Après ça, je commençais ma journée de travail, j'en refaisais le soir. Toutes mes journées de congé pendant 1 an ont passé là-dessus. Fait que j'ai travaillé 7 sur 7 pendant 1 an. C'est quand même, tu sais, c'est pas si évident que ça à faire, là. Surtout quand mettons, là, je devais écrire sur le livre, mais ma job à temps plein, c'est d'écrire. Fait que là, tu sais, c'est écrire, puis plus écrire, puis à un moment donné, ça devient essoufflant. Mais j'ai une bonne capacité, tu sais, je sais pas, avec les années, j'étais capable dans mes années à TVA, je travaillais comme un débile, puis on dirait que c'est comme devenu tellement normal pour moi que je le vois pas aller. Mais tu sais, je le vois dans la réaction du monde. Il y en a qui me disent comment tu as réussi à faire ça avec tout ce que tu fais. Tu sais, le monde comprend pas. Mais moi non plus, je comprends peut-être pas, mais il y a une chose, tu sais, je suis passionné, j'aime ça, puis j'ai trouvé ça écœurant de faire ce projet-là. Puis la réception, elle a été super bonne. Tu sais, on a eu un lancement extraordinaire. À la blague, je m'amuse à dire que depuis que François Legault, le premier ministre, est venu au lancement, il est en pleine déroute parce qu'il était à mon lancement mi-octobre, puis depuis ce temps-là, il est en chute dans les sondages, mais non, sans joke, ça a été extraordinaire. Et, on a eu un super lancement. Puis, ben, les ventes, ça va bien. Tu sais, ce qui est paradoxal, c'est que dans les livres, tu n'as aucun chiffre sur ton nombre de livres vendus avant 1 an. Fait que j'ai aucune idée. Là, tu sais, là on est en décembre. En temps Puis je sais pas, je vais savoir ça au mois d'octobre 2024, combien je vais avoir vendu de ce livre-là. Mon espoir, ce serait 15 000. 15, si je fais 15-20 000, je vais être comme vraiment content. Mais écoute, c'est tough vendre des livres. C'est pas si facile que ça. Mais Mhm. il y a une affaire dont je suis sûr, là, c'est que chaque fois que je reçois un message d'une personne qui l'a lu et qui me dit qu'il a vraiment aimé ça, je me dis, c'est comme good. C'est pour ça que tu le fais Mission plus que d'autres accomplie. choses. Ouais, vraiment. Puis, comment ça fonctionne un peu peut-être le processus avec une maison d'édition? Je sais pas si c'est toi qui lance ça comme ça tout seul ou si tu as fait affaire avec des gens qui t'ont aidé. C'est quoi un petit peu le processus? Tu sais, moi, je veux me mettre à écrire un livre aujourd'hui. Ouais. Comment tu me suggérerais de fonctionner? Ben, il y a pas c'est ça, la beauté de cette affaire-là, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Puis moi, j'ai fait 5 livres, puis c'est 5 livres différents. Tu sais, j'entrerai pas tout dans tous les détails, mais je vais vous les résumer, là. Le premier, c'est Georges Vézina. J'ai écrit le livre au complet. J'ai attendu qu'il soit fini. Tu sais, le point final de la dernière phrase, il était là. J'ai envoyé le manuscrit. Une semaine après, j'avais un contrat d'édition. Puis le livre s'est fait. Ça a pris plusieurs mois. Il y a plein d'étapes, mais fait que le premier, j'ai attendu que le livre soit terminé avant de l'envoyer à une maison d'édition. Deuxième, c'est le livre sur le déluge du Saguenay. Le déluge, j'avais l'idée en tête, puis ça allait faire 25 ans l'été suivant, puis je les ai rencontrés. J'ai dit à la maison d'édition, je veux faire un livre sur les inondations de 96. J'ai tout perdu là-dedans. Ma maison a été complètement emportée. Puis on s'est tellement fait aider que je veux, à ma façon, dire merci à ceux qui nous ont aidés. Puis ça va être d'écrire un livre qui va raconter 25 histoires différentes en lien avec les inondations de 96. Fait que le déluge du Saguenay. Fait que je leur ai présenté ça dans un meeting. Elle me dit, écoute, je te reviens rapidement et tout ça. 1 heure après, elle m'a appelé et elle me dit, commence demain, t'es déjà en retard, mais t'as un contrat d'édition, go, vas-y. Fait que le lendemain, je commençais à travailler sur le projet. Le troisième, c'est le livre sur les remparts. Les remparts voulaient un livre sur leur 25e anniversaire. Puis je me suis entendu avec la maison d'édition. J'avais un contrat de rédaction. Fait que dans le fond, j'étais payé pour écrire le livre. Mais dans le fond, on a fait l'arrangement avec la maison d'édition puis tout ça, parce que moi, je suis journaliste, fait que je voulais pas être payé par les remparts, mais je me disais,
vous entendez-vous que la maison d'édition, puis on va faire un montage financier, puis moi, je signe un contrat avec la maison d'édition. Fait que ça s'est fait comme ça. Le quatrième livre, c'est un livre jeunesse, c'est Raconte-moi Jonathan Huberdeau, puis ça m'a été proposé. Jean Tremblay m'a appelé, puis il m'a dit, écoute, on aimerait ça faire un livre sur Jonathan, sa vie va bien en Floride, il vient de connaître la meilleure saison de sa carrière, il mérite un livre. Fait que il a dit, ça te tente-tu? Moi, j'ai dit oui, parce que j'avais couvert Jonathan en 2009, quand il est rentré dans le junior, puis tout ça, puis je connaissais toute sa famille. Fait que je l'ai fait. Fait que ça s'est fait comme ça. Puis le cinquième livre, ben, c'est Bossy. Puis Bossy, dans le fond, c'est sa fille qui m'a contacté, parce qu'elle avait tombé sur un article que j'avais écrit à son décès, puis elle avait aimé comme j'avais raconté la vie de son père et tout ça. Fait qu'on s'est rencontrés, puis ça a cliqué tout de suite, là, vraiment, moi puis elle. Puis on a rencontré la maison d'édition après, puis on leur a dit, projet, Mike Bossy, moi comme auteur, puis Tania qui va aussi participer à la rédaction, puis qui va m'aider beaucoup dans la recherche, puis tout ça. Fait que, tu sais, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Peut-être qu'il y en a qui veulent pas se mettre la pression de dire, ben là, je signe un contrat, puis là, il faut que je commence demain, puis il faut que je le rende à telle date en 2024, puis je vais-tu avoir le syndrome de la page blanche, je vais-tu être sous pression, comment je vais performer sous pression quand tu sais que tu as une deadline. Il y en a qui vont vouloir dire, je l'écris à mon rythme. Si ça prend un an, ça prend un an, ça prend 2 ans, je prends 2 ans, puis quand j'aurai fini, je l'enverrai. Tu sais, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Moi, je pense que ça dépend de ta personnalité. Tu sais, si un deadline pour toi, tu n'es pas capable de respecter ça, ben, va-t'en pas signer un contrat, ce sera pas le fun, là, tu sais, parce que je veux dire, même moi, qui performe sous la pression, moi, ça me dérange pas des deadlines, je suis capable de vivre avec ça. Mais, tu sais, quand, mettons, les remparts, comme l'année passée, ils s'en vont jusqu'au bout, puis ils s'en vont jusqu'à la Coupe Memorial, ben là, ça change ma vie, ça, là. C'est parce que là, pendant un mois et demi, je suis sur la route, il y a des déplacements, il y a des hôtels, puis là, ben, ça me sort de ma routine d'écriture, tu sais. Fait que ça a des impacts, mais maintenant, il faut que tu deals avec ça. Fait que je dirais, ça dépend de ta personnalité d'auteur. OK. Mais quand même, c'est intéressant de savoir qu'il y a plusieurs moyens plusieurs chemins qui mènent à Rome, puis que peu importe Mais, hein? ta personnalité ou ta façon que tu peux approcher ça, qu'il n'y a pas nécessairement de bonne ou de mauvaise façon, puis que tu es Exact. capable de trouver, en parlant aux bonnes personnes, puis en communiquant tes besoins, une solution ou une marche à suivre qui te convient. Voilà, c'est en Moi, plein. ce qui Tu me... résumes tellement ça, c'est carrément ça. Puis moi, je dis au monde, écrivez. Peu importe, Mm. ça deviendra peut-être pas un livre. Tu sais, mon premier, Georges Vézina, je ramassais des documents, puis j'écrivais un peu, puis tout ça, puis j'aurais jamais pensé que ça deviendra un livre, là. Fait que, puis là, j'en ai 5, puis là, mon sixième, il est en cours d'écriture, puis je vais en faire 20, je sais pas, 25, j'ai aucune idée, mais, tu sais, puis c'est bon d'écrire. Surtout, là, tu sais, quand ça peut être des choses banales de la vie, mais ça peut être des belles histoires aussi, puis ça peut être de l'inspiration, ça peut inspirer d'autres mondes, puis tu sais jamais sur quoi ça peut bifurquer. C'est ce que j'allais demander. Comment ça se passe le processus créatif, justement, d'écrire? Tu t'installes, puis tu laisses l'inspiration venir à toi, ou tu as un plan, ou tu sais, toi, c'est beaucoup de la recherche, puis du recueillement d'informations, mais comment tu te mets dans le mode, OK, là, je crée un texte, je crée une histoire, tu m'as parlé, t'écoutais de la musique en même temps, je sais pas si ça t'aide, ou ça se passe comment pour créer, puis sortir tes idées, justement, puis les mettre sur papier, ce qui n'est pas un processus évident à faire. Non, c'est pas évident. Moi, tu sais, chacun encore là, chacun a sa personnalité. Tu sais, je sais que Marie Laberge, la grande autrice, là, elle s'en va dans le Maine, je sais pas trop où, là. Puis elle a une pile de feuilles, puis elle s'assoit dans une chaise, puis elle écrit à la main, puis Hmm. après ça, elle retape tout ça. Puis elle écrit son livre au complet à la main, là. Puis après ça, elle le met par écrit. Moi, je serais jamais capable de faire ça. Moi, c'est directement sur mon ordi, puis là, j'écris, mais je l'ai tout dans ma tête. Tu sais, là, Mike Bossy, j'ai eu l'idée de faire 50 jours dans la vie de Mike Bossy. Bon, il y avait le chiffre 50 qui avait été important pour Mike, puis tout ça. Puis dès que j'ai parlé de ça avec Tania, la fille de Mike, tu sais, Tania, elle aimait l'idée. La maison d'édition il aimait le concept, mais il était pas sûr par rapport au titre. Là, maintenant, il aime le titre, parce que le livre a fonctionné. Fait que, il trouve ça une bien bonne idée. Mais au début, il était comme pas sûr. Puis, tu sais, je vous dirais que sur les 50 journées, là, j'en avais au moins 40 dans ma tête, en partant. Ah, Puis, ouais. tu sais, ça, c'est quand même, là... puis, tu sais, le livre que je suis en train d'écrire en ce moment, là,
j'avais pas rien écrit, mais dans ma tête, là, je disais chapitre 1, c'est ça, chapitre 2, c'est ça, chapitre 3, c'est ça, chapitre 4. Puis je l'ai dans ma tête. Je sais. Puis, Tu sais, c'est bizarre, mais ça s'explique pas. Je sais pas. puis t'as-tu besoin de l'écrire? Par contre, pour t'en rappeler, tu sais, mettons, tu te dis, OK, première journée, j'ai toutes ces idées-là. T'es-tu capable, sans les écrire, tu te dis, OK, je commence mon livre, j'écris le chapitre 1. Si tu les écris pas toutes jusqu'à chapitre 18, tu vas-tu t'en rappeler le lendemain? Tu sais, comment tu fais pour garder tout ça dans ta tête? Ouais, mais faut que tu l'écrives. Tu sais, il faut que tu C'est l'écrives ça, parce là, qu'à un tu moment donné, t'arrêtes. là, ton cerveau, il se met tellement à spinner, là, que là, C'est puis ça. là, il y a une autre idée, puis là, il y en a un autre, puis il y en a un autre, puis ah C'est oui, ça. c'est vrai, ça, j'ai oublié ça. Tu sais, si tu prends pas de notes, t'es fait, là. Je veux Ouais, dire, c'est ça, OK. je me trouve bon, là, mais si je prenais pas de notes, je suis mort, là, c'est sûr. Fait que, puis ça, c'est souvent, mettons, ça, je suis en train de, tu sais, je suis en train de courir, je suis en train de manger, là, j'ai un flash, mais j'écris dans mon sel, tu sais, dans mes notes, là, je Les me notes. prends des notes de telle affaire, oublie pas ça, ajouter telle affaire. Fait que, mais je l'ai dans ma tête, alors qu'il y en a d'autres que ça va être, ils l'ont pas dans leur tête, mais s'ils se mettent dans un bon mood puis tout ça, soit oui de la musique effectivement. Moi j'écris beaucoup avec de la musique. C'est bien rare qu'il y ait du silence. Quand il y a du silence, c'est feu de foyer sur ma télé, puis c'est comme un petit bruit de fond là qui me. Mais sinon, c'est ça. Mais il faut que tu sais, faut pas qu'il y ait de bruit, trop de bruit. Si j'ai eu des travaux ici à côté pendant plusieurs mois, ça me tu sais, ça me déconcentrait, puis j'étais pas aussi performant, puis fait que c'est ça, c'est dur à expliquer, mais tu sais, la créativité, l'inspiration, je dirais que ça s'établit, puis ça se fait quand t'aimes le sujet, premièrement. Quand t'es passionné du sujet, c'est facile. Mais tu sais, faire ça quand t'aimes pas, mettons, écrire un livre sur quelque chose qui m'intéresse pas, je pense que c'est là que j'aurais bien de la difficulté. Tu sais, j'arriverais là. Tu sais, je me rebattrais sur le cash que ça me rapporterait, puis je me dirais, let's go, faut que tu te motives, puis tout ça, puis il faut que tu le fasses. Mais vu que mes projets, c'est des projets de cœur, tu sais, moi, je ferais pas des livres pour faire des livres, là, tu sais. Puis là, ce qui est cool, c'est que là, en ce moment, ben là, vu que les gens voient que mes livres, ça marche bien, puis tout ça, là, il y a des gens qui m'approchent. Tu sais, hey, ça te tenterait-tu d'écrire là-dessus? Fait que ça, c'est cool, mais jamais je vais faire un livre pour faire un livre. Puis si le sujet m'intéresse pas, je le ferai pas. Tu sais, parce qu'il y a trop de jobs là-dedans, puis tout ça. Fait que l'inspiration, ça vient, la passion de ton sujet, tu sais, les conditions dans lesquelles tu es, là. Je veux dire, c'est sûr, si je m'en vais à l'hôtel, je vais avoir plus de misère à écrire que si je suis chez nous, parce que chez nous, j'ai mes repères, tu sais, mon café, je sais qu'il est bon. Tu sais, c'est niaiseux, c'est des petits détails, mais ça fait une grosse différence. Puis le reste, ben, il y a des journées que ça veut pas. Il y a des journées que tu n'es pas capable d'écrire. Puis même si tu l'as tout dans ta tête, là, ça sort pas. Mais le lendemain, tu vas écrire 2000 mots en one shot, là. Tu sais, il y a fait que des fois, c'est bon de te donner des pauses parce que si tu écris à tous les jours, ben, à un moment donné, tu viens que ton cerveau, on dirait qu'il est trop sollicité, fait que là, ça devient contre-productif. Mais en même temps, quand tu sens que ça y va, là, puis que là, tu as des grosses journées, ben, tu es aussi bien de les faire aux autres parce Let's que go. tu peux repartir pour une semaine à avoir de la misère à écrire, là, tu sais, là. Non, c'est ça. Puis j'aime ça comment tu mentionnes aussi que si t'aimes ton sujet, c'est plus facile. Puis ça me fait un peu réfléchir à comment, moi personnellement, j'approche mes sessions d'écriture en temps un peu plus. Tu sais, c'est rare que j'ai un sujet en tête. Puis souvent, moi, je vais comme réfléchir puis attendre un peu que l'idée me vienne ou par rapport à des circonstances qui arrivent dans ma vie. Puis là, je vais avoir comme une idée. Puis c'est bien rare que j'ai ça tout structuré. Tu sais, souvent, j'obtiens les réponses en les écrivant. Fait que je trouve ça intéressant d'avoir euh, le point de vue de quelqu'un qui écrit plus, puis quelqu'un qui a eu du succès en écrivant comme toi, qui a un processus peut-être un peu différent. C'est sûr que j'écris un peu plus de musique aussi, puis de choses Ben oui. qui sont pas nécessairement des articles ou des trucs que toi tu peux écrire, mais comme tu l'as mentionné pour les livres, la façon d'écrire, je pense que c'est propre à chacun. Puis Ouais. c'est ça, je trouve ça le fun de voir comment tu fonctionnes. Ça finit par se ressembler, c'est de la création. Tu sais, dans le Mm. fond, c'est artistique, mais c'est ça. Il y a des journées que ça va bien, il y a des journées que ça va moins bien, puis ça va aussi avec ton stress, ça va avec ta fatigue. Tu sais, quand tu deviens fatigué, là, c'est plus dur. Mais c'est bien le fun. Puis moi, c'est un créneau que, tu sais, dans mes 10 années à TVA Sport, j'écrivais plus pas en tout, là.
Fait que là, Mhm. on dirait que je me suis retrouvé dans l'écriture, ça me manquait beaucoup, je m'ennuyais de ça. Puis, tu sais, je voyage beaucoup moins qu'avant, je fais moins de routes. Puis, je sais pas, je trouve que c'est un méchant beau. Ben, je dirais pas sideline parce que ma job au soleil, c'est d'écrire à temps plein, fait que c'est ma job, mais les livres, c'est sûr, je vais en faire plein. Puis c'est un bel à côté, puis c'est un beau complément à ma carrière. Puis tu sais, ça m'amène à faire des nouvelles affaires, puis tout ça. C'est vraiment trippant. Tout ça, là, les salons du livre, les rencontrer Mhm. des auteurs, des autrices, voir comment eux, justement, ils créent aussi, parce que tu sais, là, je suis dans un style plus les biographies, mais la littérature jeunesse, tout ça. Ouais. Il y a tellement du monde trippant à rencontrer là, dans les salons du Hmm. livre et dans les activités, c'est fou, raide. Hmm. Surtout quand tu te mets Tu à parles poser des de. questions. Vas-y, G. Parce que tu parlais de TVA Sport. Est-ce qu'on peut en parler Ben, de ce c'est qui s'est certain. passé C'est qui t'a sûr. amené à ton départ en 2020, donc? C'est quoi qui t'a amené à quitter TVA Sport, en fait? Ben, moi, je dirais, tu sais, là, j'ai plus de recul, puis des fois, tu sais, parce que j'en ai pas tant reparlé, j'en ai parlé une couple de fois, mais pas si souvent que ça de mon départ. Puis, tu sais, je me rends compte que à TVA, ça faisait un an que j'étais plus, ben, je dirais pas aigri, mais il y a des affaires qui me décevaient. Il y a eu des promesses qui avaient été brisées, là. Ils m'avaient fait des promesses. Tu sais, c'était pas une cachette pour personne. Je l'ai raconté. Je l'ai pas vraiment dit publiquement, mais j'avais été approché, par un autre média. Puis, ben, je suis allé voir mes patrons, puis j'ai dit, moi, je veux pas quitter, mais j'ai cette offre-là. Puis, tu sais, je disais, c'est une méchante belle opportunité. On m'offrait de couvrir le Canadien, puis ils m'ont fait des promesses. Ils ont dit, tu pars pas, on va t'offrir ci, on va t'offrir ça. Ils m'ont offert plein d'affaires. Puis, je suis resté en me disant, parce que moi, je suis un gars loyal dans la vie. Tu sais, moi, je me disais, TVA me fait vivre depuis, ben, à ce moment-là, ça faisait pas 10 ans, là, mais mettons, ça faisait 7 ans, 7 8 ans, puis je me disais, c'est pas vrai que, tu sais, je vais être reconnaissant, je vais être fidèle à TVA Sport, puis je vais continuer, puis tout ça. Puis je suis resté, puis dans les mois qui ont suivi cette page-là de ma vie, là, ben, il y a eu plusieurs promesses. Dans le fond, les patrons n'ont pas tenu leurs promesses. Puis OK. 2020, ben là, c'est le début de la pandémie. Puis on est tous ou à peu près tous en mise à pied temporaire. Fait qu'au mois de mars 2020, ben là, je perds ma job, entre guillemets. J'ai encore un poste, mais je travaille plus. Fait que là, on tombe sur la subvention salariale. Fait que bon, j'ai 75% de mon salaire. C'est pas mauvais, mais en même temps, moi, si travailler, je veux, là. C'est pas être payé chez nous à rien faire. Puis, fait que là, je me suis lancé dans l'écriture de Georges Vézina, puis je me suis occupé en masse. Mais, tu sais, cette mise à pied-là a duré de mars à octobre, septembre-octobre. Ils m'ont rappelé pour faire le repêchage de la Ligue nationale parce que j'avais fait un behind the scenes avec Alexis Lafrenière. Mhm. Puis, ben, ben, je le dis-tu, je vais le dire. Louis-Jean, qui était mon collègue à cette époque-là, s'est fait dire que ça allait être lui qui allait ramasser mon stock puis faire l'émission. Puis Louis a refusé. Louis a dit, c'est pas moi qui ai tourné ça, c'est Mick, puis moi je touche pas à ça, c'est sa job, puis il est en mise à pied, puis moi je le prends pas. Tu sais. Puis ça, j'ai beaucoup de respect pour la décision de Louis à ce moment-là. Fait qu'ils m'ont rappelé, puis 2 semaines après, ils ont annoncé des méga coupes. Là, il y a eu plusieurs mises à pied et tout ça. Fait que mon poste était coupé officiellement. Mais si je pouvais, ben moi j'étais un des premiers entrées de TVA Sport, fait que je pouvais bumper quelqu'un d'autre puis je sauvais ma peau, tu sais. Mais durant tous ces mois-là, ben, c'est sûr que moi, je suis devenu un petit peu amer. Tu sais, ça durait trop longtemps. La pandémie avait... Ouais.
Mhm. Mhm. Ben, ben oui. Exact. L'important, c'est que tu sois bien avec ça, puis que, comme tu l'as mentionné, tu as accompli plein de belles choses, puis ça t'a permis d'apprendre d'autres défis qui sont tout aussi incroyables que d'avoir continué ton parcours à TV. Je pense que c'est des bonnes choses qui s'en sont suivies de ça de toute façon. Mm. C'est ça. Ah, Exact. À un moment donné, ça va, la balance va revenir de l'autre bord, puis les beaux jours sont à venir. non, c'est Ça. bien intéressant, en tout cas, de tout l'envers du décor de cette histoire-là. C'est assez fou comme milieu, puis de comprendre les dynamiques de ça. C'était très, très intéressant. Charles, est-ce que tu as une autre question pour finir? Pour ma part, je trouve que c'est assez complet. Moi, je trouve que ça finit ça sur une belle note positive, puis je pense que Mm. je suis vraiment content qu'on t'ait reçu aujourd'hui, Michael. Merci beaucoup d'avoir pris ton temps pour nous. Je pense qu'on est choyé de t'avoir avec nous, puis c'est vraiment apprécié, puis c'est des belles histoires, des belles leçons aussi qu'on peut tirer pour tous nos auditeurs et auditrices. Donc, merci à toi. Yes, sir. Alright, bon message. J'aime ça Excellent. comme note de fin. Alright, ben, hey, merci beaucoup, Merci. puis on se reparle sous peu. Merci beaucoup. Salut.